OTEP, Serge Bonimel. Oui, OTEP. Nous sommes heureux de te recevoir ici à l'Institut Kemet d'Abidjan, l'Institut de la Renaissance africaine. Tu vas donner 2 cours, le 1er mars et le 8 mars. Et ce cours-là sera intitulé « Lire l'afrocentricité de Kété Assanté ». Chaque cours durera 3 heures de temps. Les cours ont lieu à Abidjan, en gré. Alors, est-ce que tu peux... Ma première question, je souhaiterais que rapidement tu te présentes à nos frères et sœurs qui te regardent et qui t'écoutent. Alors, merci, Chenuti Traoré. Je suis historien de formation. Voilà, j'étudie l'histoire du passé, l'histoire de l'Égypte, la civilisation égyptienne aussi, mais j'étudie aussi l'histoire de la colonisation en Afrique et l'histoire des idées. Voilà. Bien, merci. Deuxième question. Avant de rentrer dans le livre lui-même, peux-tu présenter brièvement l'auteur, le contexte de ce livre? Alors, Kété Assanté est membre fondateur de Afrocentricité avec Ama Mazama, notre père. Il a écrit le livre intitulé Afrocentricité. Tu l'as à côté, là, si tu veux bien le montrer. Je vais le présenter. Afrocentricité. Ah. C'est ça, vas-y, continue, pardon. Voilà. Ouais. Afrocentricité. Et ce livre a été écrit. Vas-y. Ce livre a été écrit dans les années. Je vais vous donner la date. Dans les années 2003. Pour répondre. 2003, je crois, c'est l'édition, hein, c'est 1980. Voilà, c'est en 1980. Ouais, il me semble hein, que... Voilà, en 1980. La première édition en 1980. En 1980, voilà, on est d'accord. Et ce livre a été écrit pour répondre à la crise de nos sociétés, la crise culturelle, la crise économique, la crise spirituelle que traverse la société africaine et le peuple négro-africain, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora. Alors, je peux brièvement présenter l'idée essentielle, qui est que Moulefi Kété Assanté a constaté que les Africains sont malades, sont aliénés, et que dans ce livre, il propose des remèdes par des conseils et des solutions pour que nous sortions de notre aliénation. Donc voilà un peu résumé l'idée de ce livre. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que l'afrocentricité? Alors, l'afrocentricité, selon Kété Assanté, est une philosophie de libération de notre esprit aliéné par 500 ans de colonisation. 500 ans de colonisation et de restauration de notre patrimoine culturel, c'est-à-dire psychologique, économique, culturel et spirituel. Donc voilà un peu le rôle, le sens de l'afrocentricité. Mais l'afrocentricité a un deuxième sens, qui est très important. C'est une science et une méthode de libération et de reconstruction de notre patrimoine culturel. Voilà un peu les 2 sens qu'on peut donner à l'afrocentricité. Alors, donc, dans ce premier cours, je regarde donc l'intitulé du cours, va traiter des chapitres 1 et des chapitres 2. De quoi il s'agit? Alors, dans le chapitre 1, Kété Assanté nous présente les fondements de l'afrocentricité. C'est-à-dire
sur quelle valeur afro-santisée, sur quelle histoire, sur quel élément culturel afro-santisé s'appuie pour pouvoir solutionner, réveiller la conscience collective des Noirs, des Africains. Alors, c'est quoi donc ces fondements? Ces fondements s'appuient d'abord sur notre histoire. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, sur l'expérience qu'ont vécu nos ancêtres à travers leurs luttes, leurs pensées, leurs écrits, etc. Et qui a donné le mouvement du panafricanisme, qui a donné le nom au mouvement qu'on appelle le panafricanisme. Et ses ancêtres sont nombreux. Hein. Il les cite. Il y a Dubois, il y a Malcolm X, il y a Nkrumah. Ils sont nombreux. Il y a le plus grand que j'admire beaucoup. Hein. Il y a aussi Césaire. Il y a le grand penseur qui a réuni les Africains dans toute l'Amérique, qui a réussi à mobiliser la communauté noire, dont le nom m'échappe. Marcus Garvey. Voilà, Marcus Garvey. Et donc, il a été à beaucoup de l'admiration pour Marcus Garvey, parce qu'il nous a beaucoup apporté. Voilà. Mais la liste est longue, hein, vous savez. Alors, oui, mais qu'est-ce que ces gens ont apporté donc quelle est la relation entre ces ancêtres que tu viens de citer et l'afrocentricité en tant que théorie? Quelle est la relation? Alors, on peut partir les uns après les autres. Oui, alors je commence par premier, c'est qui le premier? Le premier, c'est Dubois. C'est Washington, effectivement. Excusez-moi. Le premier, c'est Washington. Il y a tellement de noms que le premier, c'est Washington. Voilà, c'est le premier qui a essayé de poser le problème noir, les conditions de vie des Noirs, et qui pensait qu'il y aurait une égalité, c'est possible d'avoir une égalité entre Noirs et Blancs. Malheureusement, les Blancs ont toujours gardé l'idée raciste dans leur tête. Ils n'ont jamais voulu accepter l'égalité entre Noirs et Blancs. Voilà. Alors, le deuxième, c'est... En quoi donc Washington est relié donc à l'afrocentricité? Oui, parce que c'est les idées. C'est les idées qu'ils ont lancées. L'idée d'unité de l'Afrique, des Africains pour se libérer de leur esclavage. Et puis surtout qu'il a lutté pour que les Africains puissent avoir accès à la formation, à la connaissance. Et tout ça a contribué à faire de lui un membre quand même d'afrocentricité, etc. Bien, après nous avons Dubois. Voilà, Dubois, effectivement, lui, il vient après Washington. Dubois, il est beaucoup respecté parce que malgré son statut de professeur, de grand professeur, il a pris conscience de la souffrance de son peuple et il a quand même agi sur tous les plans pour pouvoir changer les conditions de vie de son peuple. Et c'est lui qui a organisé plusieurs congrès par nègres, que ce soit aux États-Unis, à Paris, en Afrique, pour que les Africains prennent conscience et qu'ils se libèrent de cette condition d'esclavage, etc. Très bien, mais quel est son rapport avec l'afrocentricité? Son rapport avec l'afrocentricité, c'est important parce qu'il nous laisse un message de lutte de libération. Il nous laisse une philosophie de combat et puis surtout son expérience de lutte que nous devons nous inspirer, comme le dit Tété Asante. Mais est-ce que Tété Asante estime que Dubois est précurseur et afrocentrique ou pas? Oui, il est afrocentrique. En fait, tous ceux que nous avons comme ancêtres, tous ceux qui se sont battus pour la libération de leurs frères, ces ancêtres-là, Tété les considère comme les précurseurs. Mais quelles étaient donc ses limites par rapport à l'afrocentricité, si on parle de Dubois là? Voilà, leur limite, c'est que ils n'ont pas inclus dedans la culture africaine parce qu'ils l'ignoraient, et ils n'ont pas inclus à l'intérieur le spirituel. Voilà où, effectivement, ils ont péché. Voilà, croyant que là, quand tu dis tu parles de Washington. Je parle de Washington, Dubois, et puis même de tous ceux qui sont venus
après eux, qui n'ont pas inclus, puisqu'ils ignoraient la culture africaine, ils ont été déportés, vous savez, ils se sont coupés de l'Afrique, mais ils avaient quand même des intuitions, D'accord. etc. Alors, on va vite poursuivre. Ensuite, on a Marcus Garvey. Ah, Marcus Garvey. Toujours dans son rapport avec l'afrocentricité. Oui, voilà. Alors, Garvey, lui, il est complet, c'est l'homme complet. C'est l'homme complet parce qu'il a compris qu'il fallait intégrer l'Afrique dans sa lutte. Et il a compris aussi qu'il fallait réunir toute la communauté noire parce que la lutte, elle était raciale à l'époque où Garvey, effectivement, luttait. Il avait compris que c'était un problème racial, c'était un problème de racisme. Mais il fallait rassembler la communauté pour être fort. C'est ça. Et puis il fallait aussi se donner les moyens, c'est-à-dire avoir ses propres institutions. Donc il a joué un grand rôle. C'est Garvey qui vraiment montre la vraie voie, puisque les moyens de vie, il fallait les posséder, donc il fallait les créer, puisque en sortant de l'esclavage, les Noirs n'avaient rien. Très bien. Voilà. Elijah Mohamed. Ah, Elijah Mohamed, lui, il est important aussi, parce qu'il a interprété, c'est vrai, il a utilisé l'islam, mais en même temps, il a inclus dedans la culture africaine, la défense de la culture africaine, et puis la défense de sa communauté. Donc c'est un islam qui n'est pas oriental, mais qui a essayé d'africaniser. Mais comme on dit toujours, l'islam n'est pas notre religion, même s'il a essayé de l'africaniser, et c'est là où ça se limite. Voilà. Martin Luther King. Ah, Martin Luther King. Martin Luther King vient après la suite. Il a, à la suite de la résistance de Luna Park, qui avait refusé de céder la place à un blanc, parce qu'on était dans un... Oui, mais je souhaiterais qu'on se limite surtout au rapport qu'il a avec l'afrocentricité. Ah, voilà. Oui, la représentation, bon. Oui, le rapport. Comme on n'a pas assez de temps, on ne pourra pas. Oui, alors le rapport. Sur la présentation. Le rapport que la pensée de Martin Luther King a avec la théorie de l'afrocentricité. Oui, le rapport, il est simple à comprendre. Luther va s'appuyer sur la communauté noire pour pouvoir briser les lois discriminatoires qui faisaient que les Noirs ne pouvaient pas avancer dans cette société américaine. Mais où il a péché, c'est que il croyait à l'égalité entre Blancs et Noirs. Et ce n'était pas possible. Les Blancs n'ont jamais voulu accepter ça. Et c'est pour cela qu'il a été assassiné. Voilà. C'était une grande révolution. Mais ils ont mis fin à sa vie. Ok. Voilà. Malcolm X. Alors Malcolm X, qui était aussi de l'admiration pour lui, c'est Malcolm X qui a vraiment compris le système raciste, le système américain. Ça se fondait sur la race, c'est-à-dire sur le racisme. Alors Malcolm X disait que face à un pouvoir blanc, racial, il faut opposer un pouvoir noir, racial. Et il a commencé à inclure la culture noire dans la lutte de libération des Noirs. Et là, je pense que vraiment il a vu juste, parce que nous avons notre culture. Et comme le disait Akété Asante, notre culture doit nous servir de matériel de lutte. Et ça, c'est très important. La culture, c'est un moyen de lutte. Si on vous enlève votre culture, vous n'êtes plus rien. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il a écrit ses livres Afrocentricité, pour faire de restaurer notre culture qui est en crise parce qu'on nous a imposé ça depuis la colonisation. Ok, donc on en vient maintenant à, je crois qu'il y a Cheikh Anta Diop aussi, il parle d'un fondement, Cheikh Anta Diop, Karenga, oui. Aussi, je crois que voilà, alors rapidement. Voilà, alors Karenga lui, il a fait une révolution culturelle. Voilà, Karenga a fait une révolution culturelle et qui était vraiment de l'admiration aussi pour lui. C'est Karenga qui nous a donné la fête de la moisson. Voilà. C'est vrai, il y a la lutte économique. La Kwanzaa. Le Kwanzaa, voilà.
et qui vraiment qui fait une révolution totale, hein, et qui nous donne des repères culturels, qui nous donne nos pratiques culturelles et qui aujourd'hui qui est en train de se répandre à travers la diaspora et en Afrique aussi. Et ça, c'est très important. Voilà. Et c'est Karanga qui nous a donné aussi l'idée de l'autodétermination et qui fait que nous devons agir, nous devons réaliser, nous devons créer, nous ne devons pas attendre que les autres nous disent de faire ça, etc. Cheikh Anta Diop. Alors, Cheikh Anta Diop, c'est lui, c'est notre grand savant. C'est, comme le dit Akété, qui était à Santé, c'est notre grand, je dirais, notre grand homme, voilà, qui a vraiment fait un travail révolutionnaire et qui a mis l'Afrique au centre de nos préoccupations. Cheikh Anta Diop a fait un travail qui nous permet d'avoir confiance en nous-mêmes, d'agir pour développer l'Afrique. Cheikh Anta Diop nous a donné tous les éléments historiques, spirituels, artisanaux, artistiques, pour pouvoir les utiliser et pouvoir refaire l'Afrique. Et ça, vraiment, c'est un grand homme. Je pense que pour moi, c'est le premier des Africains qui a vraiment fait un grand travail. Et il mérite qu'on le célèbre chaque année. Merci. Donc, alors, je crois que ce passage en revue de ces grands penseurs africains, tout ceci est contenu dans le chapitre premier, voilà, qui est dans le titre des fondements. Voilà. Fondements. Alors, le chapitre 2, quel est le titre du chapitre 2? Alors, et puis, de quoi il parle? Alors, le chapitre 2, il est très important aussi. Je vais vous donner le titre. Le chapitre 2, c'est les éléments constitutifs du pouvoir. Oui. Alors, il y en a combien d'abord? Chapitre 2, les éléments qui contiennent les éléments constitutifs du pouvoir. Oui, je vais vous les donner. Alors, d'abord, il y a le langage, la parole. La parole, avec la parole, on fait tout. Donc, nous, en tant qu'afrocentricité, les mots que nous utilisons, les paroles que nous disons, doivent avoir un contenu afrocentrique. Elle doit s'appuyer sur notre culture. Mais on ne doit pas réciter ce que nos ennemis utilisent pour nous aliéner. Donc, d'après Kété Santé, la parole doit être un matériel de notre libération. Le langage doit être un matériel de notre libération. Et là, il a raison. Donne deux exemples. Deux exemples. Un exemple. Par exemple, la parole doit nous servir d'éclairer nos frères qui sont aliénés. Ça, c'est un élément. Deuxièmement, la parole. Un exemple de langage qu'il faut mettre en avant. Oui. Parce qu'il ne faut pas mettre en avant ou qu'il faut mettre en avant. Oui, par exemple, un langage, on peut dire, par exemple, il ne faut pas, par exemple, gaspiller l'eau. Il ne faut pas gaspiller l'eau, parce que l'eau, c'est la source de vie. Deuxièmement, on ne doit pas porter, par exemple, les noms étrangers, alors que ces noms-là, on sait bien que c'est des noms qui nous ont opprimés. Et nous devons valoriser nos ancêtres. Et ça, nous avons aussi les éléments historiques que nous devons utiliser. Nous ne devons pas utiliser les références des hommes étrangers pour donner comme référence à nos enfants. Donc voilà un peu les genres de langage que... Ensuite, ça c'est le langage, les autres éléments. Alors, les autres éléments, après le langage, je vais les citer, il y en a beaucoup. Hein. Après le langage, il y a les leçons de l'histoire. Après le langage, il y a les leçons de l'histoire. Ça veut dire que nous devons tirer les enseignements de l'histoire pour nous reconstruire. Et puis pour reconstruire notre passé, pour reconstruire notre avenir.
Voilà ce que ça veut dire, les leçons de Tu l'histoire. peux faire un exemple pour les auditeurs? Bon, pour les auditeurs, si vous donnez une référence, vous me parlez de Napoléon, moi je dois vous parler de Toussaint Louverture. Voilà. Si vous me parlez de Cheikh Anta Diop, vous me parlez de Napoléon, par exemple de Hegel, moi je vais vous parler de Cheikh Anta Diop. Voilà. Donc, un autre élément, le troisième élément. Troisième élément, il est aussi important. Les types d'intelligence. Alors, Kéké, il dit qu'il y a 3 types d'intelligence. Oui. Voilà, il y a 3 types d'intelligence. Il y a l'intelligence créatrice, l'intelligence récréative et puis l'intelligence consommatrice. Alors, l'intelligence créatrice, il dit que c'est tout simplement tout le patrimoine, tous les symboles, tous les objets qu'on voit autour de nous peut servir de création. Et que l'homme intelligent peut les utiliser pour les moderniser, les valoriser, etc. Et puis, la deuxième intelligence, c'est l'intelligence récréative. Alors, l'intelligence récréative, il dit simplement que c'est, vous prenez, vous voyez un objet, vous ne faites que reprendre ça, mais c'est utile parce que ça permet à l'objet de vivre, de continuer à vivre, etc. Et puis, la troisième intelligence, c'est l'intelligence consommatrice. Il dit, c'est pas mauvais, mais il faut savoir consommer ce que l'on consomme. Il faut connaître ce que l'on consomme. Il faut savoir pourquoi on consomme tel objet ou telle chose. Voilà un peu le sens qu'il donne à ces 3 intelligences. Et il dit bien que les éléments sont dans la nature, sont dans le passé et sont dans notre histoire. Donc, si on est curieux, on peut les utiliser pour avancer. Et puis, il y a la vigilance intellectuelle. C'est le 4e élément. 4e élément, il y a la vigilance intellectuelle. Alors, il dit de faire attention à ce que ce soit les Noirs, que ce soit les Blancs disent au sujet de leur production, de leur œuvre intellectuelle, artistique, littéraire, parce qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à falsifier l'histoire. Et que nous devons faire attention aux publications qui se font dans le monde à travers, pour parler de l'Afrique, etc. Et que ce soit un noir qui l'écrit ou bien un blanc, il faut que les membres de la fausse simplicité veillent, fassent attention, parce qu'on peut toujours falsifier l'histoire de l'Afrique. Voilà, ça c'est la vigilance intellectuelle. Bien, et puis il y a les fondements que l'on peut prouver. C'est-à-dire que nous avons un patrimoine. Nous avons un patrimoine. Et que la colonisation nous a fait du tort. Elle nous a imposé une culture qui n'est pas la nôtre. Ça fait que nos sociétés sont totalement désorganisées, aliénées, et les gens ne se retrouvent plus. Or, nos sociétés ont des repères, ont des références, et qu'il faut les faire connaître à travers la fausse simplicité. Il faut les valoriser.